tous et bienvenue dans l'émission OPS, On Paquet de Cinéma, l'émission qui parle de tous les cinémas, au programme des films, des invités, des débats, des bandes annonces autour du cinéma, donc avec nos invités comme je disais. Et notre premier invité ce soir c'est Olivier Cancel. Olivier Cancel, bonsoir. Tu es réalisateur, acteur, monteur, caméraman, étalonneur et producteur. Ça fait beaucoup de casquettes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, ouais. C'est beaucoup de casquettes. Ouais. Beaucoup de casquettes, voilà. Et donc pour décortiquer, analyser, débattre de tous les cinémas, nos chroniqueurs, ce soir Emma Hubert, auteure, scénariste et monteuse. Bonsoir Emma. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Très bien. Avec nous aussi Guillaume Robillard, docteur en études cinématographiques et réalisateur. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission. C'est un plaisir. Voilà. Et notre critique cinéma maison, Régis Marton. Bonsoir Régis, comment ça va? Dans un état critique. Très bien, ça donne le ton. Alors, nous allons enchaîner avec notre première rubrique, en paquet de nouveautés. Et ce soir, nous allons parler du film Zépon, qui est le premier long métrage du réalisateur Gilles et Lydie Kozak. Un film qui est sorti en avril 2022, Régis. Oui, en effet, il a bénéficié du festival du dernier festival fait par le Cinestar, désolé, j'ai perdu mes mots. Et il a rencontré un assez grand succès, que ce soit en Guadeloupe et Martinique et que ce soit en France aussi. D'accord. Alors on va regarder la bande-annonce. Justement, le pitch, c'est l'histoire d'un homme joueur, un parieur, et qui parie, donc qui joue son unique fille sur un combat de coq. Bande-annonce. C'est moi, Viezo. Tout le monde me connaît. Vieux maître coq de toute la place de la Martinique. Monseigneur. Tu jouerais ta fille. Ça même. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça si vous gagnez? Je sais pas si tu peux mettre. Victorine! Victorine, attends! Hé, messieurs! Réponds pas à ton père! On verra bien lequel de nous deux enterrera son coq. Lâchez les coqs! Voilà, c'était Zépon, le premier long métrage de Gilles et Lydie Kozak, avec le toujours excellent Vincent Vermillon, Soé Montieu, Jocelyne Berroir, Christophe Rangoli, connu sous le nom de Papa Slam, qui est un artiste de slam très connu dans notre région, et qui avait d'ailleurs joué dans un moyen-métrage qui s'appelait Tourment d'amour, un moyen-métrage de Caroline Jules, qui était sorti en 2017. Donc alors Régis, en fait, Zépon, c'est une action qui se passe aujourd'hui en Martinique. Oui, malgré la photo désaturée de Thomas Letellier, qui donne un aspect un petit peu conte que je trouve, même si il y aura certaines remarques à faire, mais franchement, ça se passe de nos jours déjà par l'aspect, les tenues vestimentaires, mais surtout, ça donne un aspect conte au film, parce que j'ai toujours cette impression, ne serait-ce que par la musique, les bruits, le fait qu'on ait cette esthétique de film pour enfants ou bien encore de contes que les parents nous citaient lorsqu'on était petits. Et c'est ce qui fait que j'apprécie en fait le film et qui fait que je ne me suis pas ennuyé, franchement. Les personnages, malgré leur situation, sont sympathiques.
Ils sont toujours dans l'amusement et franchement, ouais, j'ai passé un très bon moment. Oui, alors là, on est un peu dans l'univers de prédilection de Gilles et Lydie Kozak, alors, qui est connu pour être un réalisateur de documentaires, mais dans ces documentaires, il y a toujours une dimension un peu fantastique, conte, qu'on a pu voir notamment dans Étoiles. C'est ce que tu as remarqué aussi, Guillaume, qu'on est dans l'univers de Gilles et Lydie Kozak pour ce premier long métrage. Oui, tout à fait. Pour moi, moi j'aime bien la référence au conte, effectivement. Je trouve qu'on retrouve des éléments de l'univers de Gilles et Lydie Kozak, qui a toujours eu un certain goût prononcé pour des situations un peu décalées, un peu fantasques, un peu oniriques. On le retrouve au niveau, je trouve, de la musique, avec la fameuse flûte des Mornes. Je pense en particulier au morceau d'Eugène Monard. On retrouve, on l'a vu rapidement dans la bande-annonce, quelques séquences un peu oniriques, un peu décalées, encore une fois, comme la séquence de danse entre la fille de Viezo et donc son coq de combat. Oui, qui est joué par Soé Montieu, c'est ça? Soé Montieu, tout à fait. Donc on a un ensemble de situations comme ça, décalées, on a aussi des choix de réalisation très originaux dans le cinéma antillais, en particulier le fait de mettre du titrage, de mettre des proverbes créoles comme ça au centre de l'écran. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis, je trouve que c'est très intéressant d'avoir fait un film qui se concentre sur ce milieu des combats de coqs. C'est quelque chose de très local, qui est très très ancré dans notre réalité socio-historico-culturelle. C'est un milieu qui fait se rencontrer toutes les couches sociales. Et on voit que dans les débuts du cinéma antillais, dans des films comme Coco la fleur candidat, premier long métrage de fiction du cinéma antillais, Christian Lara, 1979. Qui est disponible en DVD d'ailleurs. Qui est également disponible en DVD, tout à fait. C'est Julien Dalle qui a créé une série de DVD du film antillais. Du cinéma antillais. Il faut souligner l'importance de l'action. Et puis on a également dans d'autres films des débuts du cinéma antillais, Le sang du flamboyant du côté de la Martinique, François Mijard. On a des références à ce milieu qu'est le Pitacoque, mais même si c'est à travers des séquences qui sont importantes d'un point de vue dramatique, d'un point de vue de la narration, ça n'avait pas encore été traité de manière centrale. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Puis un petit élément qui n'est pas anodin, c'est une relation très forte entre un père et une fille. Et là, on est un peu dans une inversion d'un schéma qui est beaucoup plus classique dans le cinéma antillais, qui est la quasi-absence de père et la figure très forte de la mère créole. Oui, alors la mère qui peut se substituer, enfin, on peut par le rôle de Jocelyne Miroir, mais qui n'est pas la mère en fait de Soé. Absolument, il y a ce personnage-là, mais qui n'est pas, à strictement parler, la mère de Soé. Voilà. Alors justement, tu faisais référence à ces proverbes en créole qui apparaissaient de temps en temps dans le film, un peu comme du chapitrage. C'est ce qu'on retrouve assez souvent dans l'écriture de Gilles et Lydie Kozak, qui peut-être s'est inspiré de Spike Lee, on va dire ça comme ça, dans Nola Darling. Non, je dirais plus. Là, si je devais comparer si je devais comparer à un autre réalisateur dans la Caraïbe, ça me ferait plus penser à Serge Poyot. Et le film... mince, ça me... Trouvé. Le lien qui nous unit. Le lien qui nous unit, merci. Le lien qui nous unit, parce que, comme je l'avais cité au début, on a des changements de style et d'esthétique. Dans Zépon, on a des fois des dessins de l'art abstrait pour le combat de coq, des personnages morts ou décédés ou imaginaires qui prennent vie dans des conversations internes. Notamment le père de Vincent Vermillon. Oui, voilà. Le père de Vincent Vermillon, la mère de Soé. De Zoé, voilà. De Soé, désolé. Et aussi des paroles internes. Et c'est la même chose que j'ai retrouvé avec le lien qui nous unit, où on passait, regardez la vidéo de la saison précédente. Oui, publicité pour nous, on ne va pas se gêner pour ça. Autopromo. Autopromo, bien sûr, il faut assurer. Et où je citais qu'on passait d'un style à un autre, où on passait de la comédie dramatique absurde, où on brisait littéralement le quatrième mur. Et là, bon, c'est un petit peu plus maîtrisé du fait que j'ai l'impression qu'on a plus comme l'aspect conte qui est majoritaire dans ce film, qui fait qu'on a un équilibre un petit peu plus digeste. Voilà. Oui, Guillaume. Oui, non, j'acquiesçais, mais puisque tu me passes la parole, moi ce qui me vient, c'est que Gilles et Lydie Kozak, tout en ayant gardé un peu de son univers dans ce film, a peut-être fait un passage, je dirais irrégulier, inégal, du côté de la fiction. Parce qu'autant les différents procédés dont on a parlé, notamment l'animation que tu viens de citer, fonctionnent bien dans le genre documentaire dans lequel il a considérablement excellé,
Autant là, au niveau de la fiction, j'ai pu trouver que ça crée un peu de discontinuité, ça faisait que ça manquait un peu de coulée comme ça, narrative. Ça pouvait donner un peu l'impression par moment de ce qu'on appelle un film à sketch en fait, Oui, quelque chose qui serait fait d'historiette comme ça, un peu apposé les unes aux autres. Voilà, c'était la petite réserve que j'avais sur ces choix de réalisation là. Alors justement, nous avons comme invité sur ce plateau Olivier Cancel. Immense, talentueux Olivier Cancel. Voilà. Tu as travaillé sur Zepon. Ouais, j'étais régisseur général. Tu étais régisseur général, oui. Ouais, alors, comment ça se passe déjà, comment s'est fait le processus de recrutement? Est-ce que c'est la première fois que tu travailles en tant que régisseur général sur un long métrage? Non, s'est fait le processus? sur un Comment long s'est déroulée cette métrage, oui. expérience? J'avais bossé en tant que régisseur général sur une série à l'époque en métropole. Puis ça m'est arrivé de bosser. C'est vrai que je suis plus producteur réel en ce moment, mais des fois, sur certains projets, ça m'arrive de bosser en tant que régisseur général ou régisseur tout court, des fois. Ouais. Alors, c'est quoi le métier de Alors, régisseur général? Le métier de régisseur général, c'est de s'occuper de tout ce qui est logistique, c'est-à-dire de gérer les lieux de tournage, comment les comédiens et l'équipe technique se rendent sur ce lieu, où est-ce qu'ils gardent leur voiture, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on mange. Hébergement, restauration. Puis en lien, toutes les négociations avec les différents décors, trouver les différents décors, négocier avec les communes et les administratifs, tout ce qui est en lien avec l'organisation, s'il faut barrer une route, gérer avec la police municipale. Enfin, c'est vraiment tout le côté logistique et organisationnel, exactement, du tournage. Voilà. Ça. Combien de temps a duré le tournage? 6 semaines. 6 semaines. Entièrement en Martinique? Entièrement en Martinique. Ça se voulait un film martiniquais, réalisé par un Martiniquais avec une équipe, on va dire, à 90% martiniquaise, à part les chefs de poste qui étaient tous de métropole, comme cadreur, ingé son, le chef script. opérateur. Voilà. Très bien. Donc, ça nous permet d'enchaîner avec notre nouvelle rubrique, En paquet de talent, et avec aujourd'hui notre invité, on ne répétera jamais assez, talentueux, Olivier Cancel, guadeloupéen. Donc on va te présenter à nos téléspectateurs. Donc tu fais un bac technologie, c'est ça? Un bac S, comme ça s'appelait à l'époque, un bac en technologie industrielle, suivi d'un DUG toujours en sciences et technologies, voilà, et d'un BTS. Ok. Et au début des années 2000, tu fais une formation en écriture et réalisation, montage, avec Alexandre Astier, c'est bien ça? Ou c'est dissocié du stage? En fait, j'ai fait une formation dans une centre de formation qui s'appelle l'ACFA, voilà, qui est un organisme de formation qui formait des réals à l'époque. Et mon stage, en fait, je l'ai fait avec Alexandre sur une pièce qui s'appelle L'étrange assistant du docteur Lannion à Avignon. Voilà, alors Alexandre Astier, qui est le créateur de la série Kaamelott. Tout à fait, ouais. Ah. Et pendant un mois, j'ai eu la chance de côtoyer son père. Il faut savoir que dans Kaamelott, c'est une troupe très familiale. Ouais. Donc, exactement. Donc dans Kaamelott, on retrouve le père, la mère, le frère. Donc c'est vraiment, ils font du cinéma en famille. Donc c'est très. Donc on était dans une grande maison, nous on était au camping, mais eux ils avaient une maison. Enfin, c'est vraiment une comment dire. La famille était, j'en perds mon oreillette. La famille était bien, privilège de la famille. Voilà. Ouais, et en 2005, tu obtiens un CAP de projectionniste. Alors moi quand je vois on va venir au CAP de projectionniste, quand je vois ton parcours scolaire, études, on voit pas, tu n'étais pas forcément destiné au cinéma. Qu'est-ce qui fait que, à moins que tu avais choisi l'option technique? J'ai toujours voulu faire du cinéma, mais après, les familles antillaises, passe ton bac d'abord, c'est ça? Ouais, mais même le cinéma, c'est pas un travail. C'est la logique d'artiste, de faire du film. Enfin, ça a été toujours, et même encore aujourd'hui. Je veux dire, quand je dis je fais des films, on me dit amuse-toi bien. C'est un peu ce que disait Patrick Saint-Éloi, un musicien, c'est vagabond. Exactement, voilà. Et dans nos îles, on a vraiment du mal avec les métiers artistiques. Donc c'est vrai que moi, je me suis toujours battu. Donc j'ai persévéré dans une voie. Et après, j'ai eu la chance de tourner dans un film qui s'appelle La maîtresse en maillot de bain, qui est un film de Lies Boutiquine, réalisateur lyonnais, qui on a tourné pendant quelques mois. J'ai enchaîné aussi sur une pub. Et c'est vrai que tout cet univers m'a beaucoup plu. Et qu'ensuite, j'ai enchaîné sur cette formation à l'ACFA, quoi.
Oui, alors, et cette formation de CAP projectionniste qui s'est faite... En fait, ça s'est fait après, parce que le CAP projectionniste est le seul diplôme qu'on demande pour bosser dans les cinémas. C'est-à-dire que si tu veux être directeur ou président ou même travailler dans un cinéma, c'est pas trop le cas en Guadeloupe parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, mais en métropole, tu es obligé d'avoir ton CAP projectionniste. Okay. Donc moi, c'était aussi une continuité aussi dans ma démarche, savoir que derrière, j'aimerais bien tenir un cinéma un jour, pourquoi pas, ça fait partie des trucs, ou même bosser dans un cinéma en tant que réal, il n'y a pas... un petit boulot, c'est le top, quoi. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes. Tu es acteur, tu es monteur, tu fais de l'étalonnage aussi, tu fais de la caméra, tu produis tes propres, tu produis tes propres films, tes propres films. Donc, tu es aussi réalisateur. Et là, on va voir une bande-annonce du dernier documentaire que tu as réalisé, si je ne me trompe pas, qui s'appelle 76 Soufrière. L'éruption de la Soufrière. L'éruption de la Soufrière. Bande-annonce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Imaginez un petit peu tous les habitants de La Rochelle, ou bien de Cannes, ou de Chambéry, de Saint-Brieuc, fuyant leur ville pour échapper à la bombe, à la catastrophe. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit à la Guadeloupe. 70 000 habitants ont déserté la partie sud de l'île. Le préfet l'avait demandé. Le volcan menaçait et menace toujours d'exploser d'une heure à l'autre. On était sous le toit. Après, on a vu un seul nuée de fumée. On courait tous au grillage, on s'agrippait à la grille pour pouvoir regarder les gens qui étaient logés. Il me semble principalement dans ce bâtiment, peut-être dans l'autre aussi, mais nous, on regardait surtout ce bâtiment. Je me dis, Michel, Saint-Claudien, pourquoi sentir souffle? C'était difficile, mais c'était pas bien méchant. Voilà, donc on vient de voir un extrait du dernier documentaire d'Olivier Cancel qui s'appelle 76, l'éruption de la Soufrière, qui a d'ailleurs reçu, qui a eu un prix, voilà, documentaire de 26 minutes, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Voilà, qui a eu un prix au dernier festival Nouveau Regard. Ah bon? Ah bon? Non. Bon. Il y a tellement de prix, je sais. MCC? Non, c'était au MCC, ouais. J'ai pas eu Nouveau Regard. J'ai pas eu Nouveau Regard. Et un prix spécial du jury au FEMI également. Exactement, plus. Donc j'ai eu deux prix, FEMI et Mission Caraïbe. Voilà. Mission Cinéma Caraïbe. Mission Cinéma Caraïbe, ouais. 2 prix en début d'année. On est très contents, franchement. Voilà. Incroyable. Mais justement, quand on regarde ta filmographie, donc en fait, en 2015, tu écris et réalises ta première série documentaire. Ouais. La Guadeloupe, ça vous gagne. C'est bien ça? Ouais, mais qui n'a jamais été vraiment réalisé en soi. Quoi. Donc, bien. En tout cas, c'est assez prolifique, on va dire, dans ta filmographie. En 2016, un nouveau documentaire de 52 minutes en sélection au FEMI, qui s'appelle Ma Montagne. Exactement, ouais. Voilà. Ouais. Avant tout ça, j'ai fait Ah si j'étais pauvre aussi, qui a été sélectionné au FEMI aussi. Enfin, il y a eu Les Coqs de Dolores aussi, qui est passé au FEMI aussi. Okay. C'est un festival qui sert à quelque chose. Ah, il a beaucoup d'avenir, ce festival. Je dis, surtout la nouvelle équipe, je suis à fond derrière. Voilà. Et en 2017, donc, tu passes à la fiction avec un court-métrage qui s'appelle Du côté d'Abraham. Non, on a fait Chaman avant. Ah, bah voilà, décidément. On a fait Chaman avant avec Dominique Bernard, où c'est un chaman qui fait un kamehameha au bord de la plage. Voilà, ça a été un grand délire avec des effets spéciaux faits par Jean-François Torrent. Oui, qui est le concepteur de notre générique d'ailleurs. Je reconnais le talent. Mais franchement, c'était pareil, le passage du docu à la fiction. Ouais. Ça a été mon premier un projet un peu ambitieux, on va dire. Et oui, après, on a fait Du côté d'Abraham. Enfin, c'était plus... Là, on m'avait invité dans une association qui s'appelle Kinomada au Canada, qui est une association de cinéma qui a fait venir une vingtaine de réalisateurs francophones pour partager pendant 2 semaines des réalisations, ce genre de choses.
Donc c'est là-bas où j'ai rencontré Christophe Agelan, Johnson Law, Chris Burton. Voilà, donc en termes de Guadeloupéens martiniquais, on était assez bien représentés là-bas. Et ça m'a aussi permis de me frotter un peu à tous ces réalisateurs venus de New York, d'un peu partout, de Russie. Et cool, c'était franchement une super bonne expérience. Et du côté Abraham, qui est un film d'horreur, qui se voulait un film d'horreur, qui a gagné le CIF en 2019. Le CIF, le CIF, ça fait bizarre. Le CineStar International Film Festival. Très bien. Alors on revient dans quelques secondes. C'est la coupure pub, pour OPS en paquet de cinéma. À tout de suite. Voilà, c'est la deuxième partie d'OPS en paquet de cinéma avec notre invité du jour, Olivier Cancel, monteur, acteur, producteur, étalonneur, caméraman, réalisateur et aussi DJ, excellent DJ. Couteau suisse antillais. Oui, couteau suisse antillais, comme dit Régis. Petite question, il paraît que les bons musiciens font de très bons réalisateurs et monteurs. Après, c'est une sensibilité. La sensibilité artistique, elle se nourrit et elle s'épanche un peu selon les pratiques. Mais je connais très peu d'artistes qui se limitent à une pratique. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Le but, c'est d'être toujours en situation de créativité. Exactement. Puis après, c'est des sensations, c'est des travails, c'est des feelings, on va dire, complètement différents. Donc, tout ce qui nous fait ressentir des sentiments, on va dedans, quoi. C'est un peu ça, quoi. Très bien, très bien. Alors, c'est en 2019 aussi, tu réalises un court-métrage qui s'appelle Ma Justice. Tout à fait. Très beau court-métrage. Merci. Voilà, alors lui, je ne me trompe pas, il a eu des prix. Oui, celui-là, oui. Celui-là, il a eu des prix. On a été deuxième au prix de court, justement, en 2019. Ce qui est assez rigolo, parce qu'à la base, ce film, je l'ai pensé avec... je l'ai écrit pour gagner prix de court. J'étais avec Nils, c'est un peu un ami à moi, je dis viens on fait un film, on va rafler 20 000 €, on va péter prix de court et tout. Et deuxième, arrivé deuxième avec un film qu'on a fait. Avec l'excellent Olivier Boissel. Exactement. Acteur fétiche qui joue souvent dans mes films. Oui, qui joue que j'aime beaucoup, un ami d'ailleurs. Et voilà qu'on a... J'ai remarqué qu'il y avait un thème récurrent dans le film Ma Justice et le film Cache-Cache, c'est le thème de la perte. Je voulais savoir s'il y avait une raison pour ce thème. Il y a un thème, c'est assez personnel, c'est vrai que le thème de la... C'est bien analysé, le thème de la perte est assez présent dans mon cinéma parce que j'ai vécu des pertes jeunes, donc c'est vrai que c'est un thème qui est assez récurrent, qui revient beaucoup. La mort aussi, très présente. Quand on connaît mon cinéma, on sait que... Voilà.
Et derrière ça, c'est aussi... Ce n'est pas un cinéma morbide. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Même joyeux, hein. Ouais, j'essaye de faire rire avec la mort. Vaste programme. Et en fait, tout le côté autour de Ma Justice, à la base, c'était pour... En fait, c'est une critique des réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Si les gens regardent bien ce film, en fait, sur la rumeur. Voilà, Ouais. sur la tendance à juger les gens trop rapidement. Et je voulais mettre mon spectateur dans cette position de juge, où pour lui, les choses sont claires depuis le début, c'est une temporalité linéaire, il n'y a pas de problème, il a vu la voiture, la petite fille s'est fait écraser. Et ce qui est rigolo, c'est que même quand je le montre à des gens, à un moment, il y a celui qui se fait attraper, qui se fait taper, il ne comprend pas, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Je crois que c'est toi d'ailleurs. C'est moi d'ailleurs. Et derrière la caméra. Exactement. Et il y a des gens, en regardant le film, ils font « Ah, mais tu sais très bien ce que tu as fait !» Et ça fait marrer. Parce que du coup, quand on arrive sur la chute, voilà, c'est assez intéressant. Je ne vais pas spoiler le film. Mais voilà, l'idée, c'était un peu de chacun, on puisse se remettre en position, de ne pas juger trop vite, quoi. D'accord. Voilà. Alors, on va revenir sur le documentaire 76, l'éruption de la Soufrière. Alors, c'est un documentaire vraiment qui... Merci de l'avoir fait. Merci. Déjà, parce que, historiquement, bon, c'est peut-être une question de génération, une question de moyens. On a très peu de films qui parlent de nos catastrophes. Voilà, qui parlent je ne veux pas dire de faits divers, mais qui parlent un petit peu de notre histoire, de nos catastrophes, faits par nous. Il y a eu 2 films qui ont été faits ces 2 dernières années sur Maria, 2 documentaires, un qui a été fait par Mariette Montpierre et l'autre, Irma, pardon, j'ai dit Maria, et l'autre par Bénédicte Jourdier. Et toi, tu fais un documentaire sur la Soufrière, alors que précédemment, le premier film qui a été fait sur la Soufrière date de 1976. C'est un film qui a été fait par Werner Herzog, je crois, dont on va voir les extraits. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a inspiré? Bien sûr, tout le monde connaît cette histoire de la Soufrière, parce que elle est quand même, la plupart des habitants de la Basse-Terre sont venus habiter Pointe-à-Pitre, c'est ce qui a constitué une partie de Lauris VI, Henri IV, etc. Tu as rencontré des gens qui ont vécu la Soufrière, et c'est ce qui t'a donné envie. Comment s'est passée la genèse de ce documentaire? C'est une amie, Erika, qui m'a mis sur ce projet, en fait, qui m'a dit qu'elle avait des personnes avec qui elle aurait bien voulu interviewer, elle aurait bien voulu faire un film, voilà, sur 76, parce qu'il y avait des témoignages de personnes, surtout des amis qu'elle connaissait, qui avaient vécu. Et voilà, elle voulait garder une trace de ça. Et elle m'a mis dessus. Alors moi, je connaissais la 76 de ce que j'en avais pu entendre, lire et tout ça, quoi. Et en rentrant dans la réalisation de ce film, y a plein de choses qui m'ont choqué, qui sont venues au grand jour, comme voilà, le côté de l'exode, ça j'étais au courant, mais toute la stigmatisation qu'on a pu faire de ces personnes qui partaient de Saint-Claude pour aller ailleurs, ça j'ai complètement découvert en réalisant ce film. Il y a un vrai trauma. Hein, ouais, même encore aujourd'hui, on entend, et même ces personnes ne sont toujours pas acceptées dans les communes où elles sont restées, et tout ça, il y a un vrai truc derrière tout ça, donc ça m'a beaucoup choqué. Puis derrière, c'était aussi tout ce petit jeu politique autour des habitants de Basse-Terre et de Saint-Claude, pour savoir si Haroun Tazieff et Allègre n'étaient pas d'accord, ils se faisaient la guéguerre, et tout ce petit truc-là, c'est ce qui fait la force de ce film, en fait. Ouais. Mais, Haroun Tazieff qui avait sollicité Werner Herzog, qui a réalisé le documentaire à l'époque, pour pouvoir faire un film justement au moment de l'éruption. Et Werner Herzog, aujourd'hui, c'est le film qui... Enfin, jusqu'à ton film, c'est le film qui faisait référence. D'accord. Merci. C'est le film qui faisait... Je suis Plante Herzog. Wow. Régis, une réflexion sur Soufrière. Moi déjà, j'ai découvert cette partie de l'histoire. Oui, j'avoue, je suis un enfant des années 80, donc je ne connaissais pas les parents de communes qui passent dessus. Ça m'a fait plaisir de découvrir cette partie. Et franchement, il y a des pépites. Franchement, et ce qui m'amène à une question, parce que on peut, comme
comme Daniel l'a dit, on a des réalisateurs qui sont bourrés de talent. Tu as gagné beaucoup de prix, il y en a d'autres que je ne vais pas citer qui ont gagné des prix. Ce qui m'amène à la question que j'ai posée à Mariette Montpierre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui serait pour toi le cinéma caribéen? Je pense que ça va devenir la question récurrente que je vais faire à tous les réalisateurs. Qu'est-ce qui constitue pour toi le cinéma caribéen? On mettra une petite un pièce style, un petit compteur. Je laisse le monteur faire le travail, un compteur à questions. Voilà. C'est à toi qu'il faut poser la question, je sais pas. Non, la question est posée à Olivier Cancel. Ouais, c'est toi le réalisateur, c'est toi qui forge le cinéma antillais. Donc, c'est à toi de... Qu'est-ce qui, pour moi, est le cinéma antillais? Un cinéma fait par nous. Oui. Oui. Merci d'avoir posé la question. Voilà. Merci pour la réponse. Non, mais je sais pas, je saurais pas quoi dire. Qu'est-ce qui fait le cinéma antillais? Je sais pas. Je saurais pas répondre à cette question. Notre cinéma est riche au même type que le cinéma en général. On a des personnes qui font de la fiction, on a des personnes qui font des films d'horreur, on a des personnes qui sont douées en documentaire. Je trouve qu'on a un cinéma qui n'est pas assez mis en avant, qui n'est pas assez subventionné, que les petits réalisateurs n'ont pas assez leur chance de grandir, et c'est très compliqué. Voilà. Donc moi, mon point de vue, c'est l'image que j'en ai. Quand tu dis qu'il n'est pas assez subventionné, tu parles des montants ou bien des dispositifs? Alors, il y a les dispositifs qui sont présents. Oui, il y a des dispositifs. Voilà, qui sont même bien présents. On va dire, il y a de l'argent. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Ouais. Mais les jeunes réalisateurs n'ont pas forcément leur chance. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas assez... faut savoir que tous les films de fiction que j'ai faits, notamment Cache-Cache, a suivi les cursus normaux de demande de subvention. Donc j'ai rien eu. Hein. Cache-Cache, je l'ai fait avec mes sous. Hein. Voilà. Oui, mais en même temps, le cinéma, c'est aussi une question de débrouille. Tout à fait. Tout à fait. Mais la débrouille avec de l'argent, c'est bien quand même. Tout à fait. C'est un petit peu, je dis. Puis la débrouille jusqu'à un certain temps aussi. Voilà, jusqu'à un certain temps. À un moment donné. C'est peut-être pour ça que le public, ou peut-être même aussi nous, dans notre... enfin, j'espère que pas trop de monde, on a peut-être cette perception de quelque chose de pas très sérieux, d'amusement, parce qu'il y a... On va dire que l'argent n'est pas souvent présent et peut-être que ça n'apporte pas plus de responsabilité. Après, je connais beaucoup de réals qui ont une vie. Je veux dire, on ne boude pas les institutions pour faire des demandes de subventions. C'est pas ça la question. C'est juste que parfois, il y a des dossiers qui passent, on ne sait pas pourquoi. Je veux dire... Et des dossiers qui ne passent pas, on ne sait pas pourquoi. Exactement. Il y a des dossiers qui ne passent pas, on ne sait pas pourquoi aussi. Surtout les dossiers qui ne passent pas, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, surtout ça le problème. Ce serait une sorte de retour... Voilà, un suivi, puis une vraie formation. Je veux dire, moi j'ai posé des films pendant une dizaine d'années, 2 films par an. Et on m'a donné sur 2-3 films, quoi, sur une vingtaine de projets. Derrière, tous les prix que j'ai eus, ont été obtenus par à part 76, par des films autoproduits, c'est-à-dire tous les fictions que j'ai faites. Et après, sur des fictions autoproduits comme Cache-Cache, j'ai la chance d'avoir, en ce moment, je suis sur 3 sélections internationales, Toronto, Trinidad, Italie. Donc, sans argent, on peut faire des bons films. Donc tu ferais une différence, je pose la question, c'est ouvert, tu ferais une différence entre des films autoproduits et des films produits? Ah, carrément. Mais ça reste quand même de la production. Exactement. Mais moi, j'ai la chance, avec mes films autoproduits, de rivaliser avec des gens qui ont plein de budget. Mais il faut savoir que le nerf de la guerre dans le cinéma, c'est le budget. Oui. Je veux dire, quand on a un réalisateur qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, parce que moi, j'arrive à le faire parce que j'ai de l'expérience. Je tourne beaucoup, j'ai une boîte de prod, j'ai mes moyens. Derrière, je fais énormément d'institutionnels, de fiction et tout ça à côté. Et tu es en préparation de ton... Mon futur long métrage, que je suis en train de travailler en attendant demain. Qui, pareil, est dans une énergie où j'en ai marre d'attendre. Voilà, on avance, parce que bon, s'il faut attendre sur les autres, on n'avancera jamais. Et je pense que le cinéma, si tu veux, pour répondre à la question, le cinéma guadeloupéen, c'est un cinéma en bas-feuille. Tu vois, c'est vraiment le cinéma, tu vois, où franchement, des fois... Ça me rappelle une expression, sans t'occuper de Jean-Luc Stanislas, ce cinéma fap-fap. Ouais, c'est ça. Vraiment, des fois, tu vas en festival, et les seuls films guadeloupéens qui sont représentés dans les festivals, ce sont des films qui ont été autoproduits. C'est pas faux. Et des fois, ceux qui ont les prix, ce sont des films qui ont été autoproduits. Donc, c'est pas forcément donner de l'argent, mais c'est surtout accompagner les jeunes réalisateurs
qui ont du talent. Et c'est pas parce que j'ai des prix qu'on me donne plus d'argent. Donc en fait, Guillaume, là, on est en train de décrire une forme d'écosystème par défaut. Mais comment réussir à soit plus d'informations vers les réalisateurs pour aller chercher les aides, ou comment réussir à équilibrer tout ça? Vaste question. Je n'ai pas prétention à avoir la réponse aujourd'hui, mais je pense que les réalisateurs aujourd'hui sont quand même informés du dispositif, donc je ne pense pas que ce soit vraiment le problème. Non, je pense qu'il faut continuer dans le sens de ce dispositif, de ces dispositifs qui ont été mis en place. Bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup plus de production, de courts-métrages et de documentaires depuis une petite décennie. C'est aussi une question les moyens sont beaucoup plus accessibles. Les moyens sont plus accessibles, des enveloppes ont été créées, on a la fameuse convention CNC Région, voilà. donc il y a tout ça. Maintenant, il est vrai qu'il faut s'assurer qu'il y ait le maximum possible de projets locaux initiés depuis ici par des jeunes porteurs de projets, que ce soit au niveau du court-métrage, du documentaire et a fortiori au niveau du long. Il y a un petit point aussi qu'il faut développer, mais les festivals s'en occupent déjà depuis quelques années. Alors, les festivals, certains marchés du film comme le MCC, c'est aussi la question de savoir... 6 festivals en Guadeloupe. Ah, on a un bon petit paquet de festivals en Guadeloupe, absolument. C'est la question des règles d'écriture, manière d'écrire comme ça des dossiers pour présenter des dossiers et puis faire des demandes d'aide. Je pense que pendant un certain temps et jusqu'à aujourd'hui, dans une certaine mesure, on peut avoir des projets qui sont intéressants mais qui ne sont pas forcément rédigés dans les clous. Oui. Alors ça m'ennuie de le dire, mais l'écriture audiovisuelle et cinématographique est de fait, on peut considérer que c'est malheureux, extrêmement codifié. Donc voilà, il faut aussi aller vers une professionnalisation de cet aspect-là du milieu. D'accord. Et moi, ce que je reproche, c'est justement de ne pas avoir le backup. C'est-à-dire, quand on envoie un dossier, il n'est pas pris. Le retour. On ne dit pas, voilà ce qui a pêché. Voilà. On a des retours sur ton histoire, ils ont trouvé ton histoire comme ça, un peu comme si, tu vois, sur le fond un peu du dossier, mais pas vraiment de critique sur la forme du dossier, comment il a été présenté, qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui n'a pas pêché, enfin, un retour plus concret, quoi. D'accord. Alors, je m'adresse aux jeunes auteurs, scénaristes, réalisateurs qui regardent cette émission. Vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, tous les liens qui vont vous amener vers les dispositifs d'aide, si vous cherchez de l'aide, les dispositifs d'aide qui sont mis en place par la région ou par les opérateurs privés pour pouvoir déposer, écrire et réaliser vos films. Ce qui nous amène, on va passer à la troisième rubrique, à la dernière rubrique d'OPS en paquet de cinéma, qui est en paquet de Kilty, et on va parler d'un film qui s'appelle Le couteau par la lame. Donc c'est un film qui ne nous a pas laissé indifférents, Régis, loin de là. Avec Chris Pine, c'est ça? Ah oui, loin de là, il ne m'a pas laissé indifférent. La preuve en est, j'en ai des vagues, très très vagues. D'accord. Alors on regarde un extrait et on reparle du film. Henry. Celia. It's been a long time. They've opened the books on Flight 127. The hijackers had help from inside our station here in Vienna. We need to find out if we had a mole. Vic has me looking into Flight 127. So this is an interview. I thought you were here to see if we still had that old spark. It's old friends. Oh, you can do better than that. It's old lovers. December 2012. Paint me Celia's picture. I was living the dream. Then Flight 127 happened. The hijacking appears to have taken the most tragic development. Someone in our station betrayed us. What about you? They cleared me. Really? If we started shouting mole, that would have been it for all of us. We look at the evidence, we follow the facts. Are you accusing me? We want to keep this quiet. We can't afford the embarrassment of a prosecution. If it's Celia Harrison, I need to know the man I send can do what's necessary. Got her right here in front of me. I can do this clean, but it has to happen now. It's the things that we don't know that get to me. Celia! Who are you? What we had was real, wasn't it?
Voilà, c'était Le couteau par la lame, un film d'espionnage avec Chris Pine, Thandwin Newton et Laurence Fishburne. Le pitch, c'est 2 ex-amants et aussi 2 anciens espions de la CIA qui se retrouvent après des années et après une prise d'otage d'avion qui a mal tourné. Un film qui, visiblement, a touché Emma. C'était déjà c'était ta suggestion. Oui. Oh la balance. Ça veut dire quoi Oh la balance. En fait, oui, c'est un trailer américain en fait qui met en scène une enquête en fait. Oui. Et en fait, c'est un agent de la CIA qui justement doit découvrir quelle est la taupe qui a justement dénoncé un agent infiltré dans un avion et du coup qui a mis en péril l'opération. Voilà. Et du coup, beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque une impression de huis clos, même si ce n'est pas un huis clos. Ouais. C'est une interview et cette interview est illustrée par des flashbacks ou des flash-forwards pour essayer de nous mettre sur la piste de la taupe ou pas. Ouais. Et c'est intéressant, mais ça donne un côté très claustrophobique. Au bout d'un moment, on a envie de sortir. On a même envie que le personnage principal aille chercher les informations. J'ai presque l'impression que les informations lui sont données et c'est un peu, je ne vais pas dire ennuyant, mais un petit peu fatigant en fait. C'est quand même long au bout de... Oui, il y a une oppression pendant tout le film à cause du dispositif. Après, la photographie est belle, surtout la scène de conversation dans le restaurant avec cette vue magnifique. Et aussi la façon dont est traitée l'histoire d'amour. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un qu'on aime? Et c'est toute la finalité. Et puis, il y a un twist qui est assez intéressant. À part ça, j'ai trouvé un peu le film un peu plat. Un peu plat. Un peu plat, voilà. D'accord. Ça manque un peu d'action. Okay. Piquant. Piquant. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que je crois qu'on est en train de déborder. En tout cas, merci pour cette analyse, Emma. C'est un film qui est disponible sur des plateformes. Oui, sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime, ou Netflix et Disney, pour citer les autres. Ah non, il nous manque Salto, Disney, voilà. Il nous les manque là. Voilà, donc avant de conclure, on va demander à notre invité s'il a une recommandation à nous faire et aussi... Où peut-on trouver ces films s'ils sont en DVD? Est-ce qu'il y a un lien à partager avec le public? Est-ce que les films, tes propres films, hein, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut les acheter? Voilà. Alors d'abord, ta recommandation? Alors le film que je vous recommande, c'est Requiem for a Dream, qui est un film magique. C'est un de mes films préférés. Je pense que c'est une vraie claque de cinéma, très urbain, très réel, avec des sentiments forts. Et une musique envoûtante. Ah ouais. La fameuse Lux Artena. La bande originale est magnifique. Il n'y a rien à jeter sur ce film, c'est clair. Rozowski, petite perle, quoi. Bon, un film que vous pouvez trouver en DVD et sur les plateformes. Alors, l'émission est terminée. Je vous remercie. Oui, tes films, pardon. Pas de souci. Après, il y a des films que vous pouvez, mes films, vous pouvez retrouver en VOD sur Vimeo, voilà. Et vous pouvez les acheter, les louer. Voilà. Donc il y a Shaman et dans le courant de l'année là, il y aura certainement des docus qui vont apparaître et Cache Cache aussi, qui va certainement apparaître en location et en vente. Je vais entamer la promo, c'est surtout aussi un truc que je vais mettre en place pour essayer d'amener des sous pour le long métrage. Donc faire des petites sorties payantes comme ça tout le long de l'année jusqu'en décembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Vimeo et à suivre, ça va arriver bientôt. Mais il y aura de la communication de toute façon sur mes réseaux, que ce soit sur Coprod ou sur Olivier Cancel sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, ça va venir bientôt. Voilà, donc acheter, louer, pas graver, comme on était quasi pour ces CD-là. Comme ça permettra de produire des films. Le prochain long métrage d'Olivier Cancel qu'on attend avec impatience. Et on espère que si tu as fait comment s'appelle ton court métrage que tu voulais un prix, celui-là tu le fais pour Cannes, on est avec toi. Ah, on est parti pour Cannes, de toute façon. On est parti pour Cannes, voilà. Et puis si ce n'est pas Cannes, ce sera Sundance. Exactement. Voilà. Encore plus prestigieux. Voilà, donc merci à toutes, merci à Emma, merci à Régis, merci à Guillaume d'être venu à cette émission, d'avoir apporté chacun votre éclairage. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc voilà, donc c'est une émission qui a été préparée par Romain Rode, le décor est de Christine Bambou.
La lumière de Solène Van Gout, les infographies et le montage des sujets de Cédric Frémont, le générique et l'habillage de Jean-François Thorin, au son et à la production Steve Lancastre, à la réalisation Yannick Rosine, qui est en régie. Voilà. On remercie aussi les équipes de Canal 10 à la technique, Dylan Gauthier et Daniel Corneli. Et vous retrouvez donc OPS, son paquet de cinéma, sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Vous aurez toutes les informations concernant les films et les liens d'Olivier Cancel. Et on se retrouve dans 15 jours, même heure, même antenne. Bonsoir.